Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette encore une fois. Je voudrais continuer mes petites capsules sur l'histoire de l'univers. Et dans ma dernière capsule, quand j'ai parlé du fond diffus cosmologique, je voulais parler des ondes gravitationnelles primaires, mais la capsule a été trop longue. Et c'est pourquoi je vais entreprendre une capsule spéciale que je vais intituler « Ondes gravitationnelles primaires versus Albert Einstein ». Et ceci est en rapport avec l'expérience de BICEP 2 au pôle Sud, organisée par l'équipe d'astrophysiciens américains. Nous allons résumer un peu parce que c'est... comme je pourrais dire, c'est difficile de vulgariser des choses comme ça. Parce que là, de plus en plus, là, on est rendu dans les ligues majeures de la physique. C'est pas rendu au niveau de la rue encore, ces choses-là. Et moi, je me contente de les vulgariser là, parce qu'il y a tellement de mathématiques en arrière de ces théories là, que ça, c'est en dehors de mes possibilités. Mais pour faire une bonne capsule sur quoi que ce soit, il faut saisir le sens de ce que l'on dit. C'est très, très important. Et dans la partie 6, nous avions parlé de l'inflation de l'univers. C'est ici, au tout début, là, après l'ère de Planck, là, que les astrophysiciens, dans les années 40, c'est George Gamow puis Ralph Alpher, qui avaient pensé qu'il devait, vu que la platitude de l'univers, plus on reculait, plus on s'apercevait que l'univers était plate, ils ont constaté qu'il aurait dû avoir une expansion soudaine de l'univers après le Big Bang, toujours en rapport avec les études de la relativité générale du grand Albert Einstein. Ça découle tout de ça. Et dans la partie 7, on avait remonté au fond diffus cosmologique, là où les photons se sont libérés de l'emprise de l'univers primaire, là, parce qu'il s'est refroidi. Les photons ont réussi à sortir pour inonder l'espace, l'univers. C'est à cette époque que les photons sont libérés. Et on a vu dans cette capsule que dans les années 64, on avait détecté un onde radio qui était dans l'immensité du cosmos. On la détectait un peu partout. Et ils ont réalisé que ceci provenait du fond diffus cosmologique, du début de l'univers. Ça a été confirmé en 1964. Maintenant, dans les années 70-80, les physiciens ont continué à avancer dans ça. Il y a trois principaux, il y en a beaucoup. Là. Il y a peut-être des milliers de physiciens qui ont travaillé là-dedans. Là. Mais on va en nommer quelques-uns. Alan Guth, Andrei Linde et Alexei Staroboski. Eux autres avaient prédisaient, suivant la relativité générale d'Albert, toujours, comme toile de fond, que probablement que lors de cette période de l'inflation de l'univers, il a dû y avoir l'émission d'ondes gravitationnelles qu'ils appellent primordiales. Ça, c'était dans les années 90, mais dans ces années-là, on n'avait pas l'instrumentation là, pour être capable de détecter les ondes gravitationnelles. Là, si vous voulez, on va laisser BICEP 2, l'expérience, pour poursuivre un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on est rendu là avec la connaissance de l'univers? D'abord, il faut remonter là, les ondes radio, ça date de... les ondes électromagnétiques, ça a été émis par James Clerk Maxwell dans les années 1870. Et Albert, en 1905, a émis la relativité restreinte. Et en 1915, il a émis la relativité générale. Et la relativité générale d'Albert Einstein, c'est ça qui gouverne toute la cosmologie. Ici, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait faire comprendre là, plus facilement. Mettons ici, c'est une planète, disons que c'est le Soleil, la Terre. Ça, c'est le treillis de l'espace-temps. Nous vivons dans un espace-temps courbé.
Ça, on appelle ça le treillis de l'espace-temps. Si je mets une planète qui circule dans le treillis, vous allez avoir une déformation de la moustiquaire. Le treillis va baisser, va s'enfoncer un peu. Plus la planète est grosse, plus le treillis va s'enfoncer. Autrement dit, les masses courbent l'espace. Ça a été démontré par la relativité générale d'Albert. Et quand une masse se déplace comme ça, elle va tout continuer à déformer l'espace où elle circule. Elle va engendrer une déformation de l'espace. Et en plus, Albert nous a appris que quand une masse se déplace, elle a une vitesse, la masse augmente. Ce que Isaac Newton ne le savait pas. Mais Albert nous a montré ça. Ensuite de ça, si, toujours en rapport avec la relativité générale d'Albert, s'il se produit un cataclysme, disons dans le cosmos, là, disons qu'il y aurait peut-être, je sais pas, deux galaxies qui rentrent en collision, ou deux trous noirs qui se fondent, des choses importantes, là. C'est pas important comme l'inflation de l'univers, là. Ça, il y en a eu un dans notre histoire, là, c'est ici. Mais c'est des choses assez importantes que ces phénomènes-là vont engendrer des ondes gravitationnelles qui vont faire vibrer le treillis de l'espace-temps. Ici, vous voyez l'espace, la planète circule et ça courbe l'espace. Le treillis s'enfonce un peu et quand ces ondes gravitationnelles-là vont passer, ils vont faire vibrer le treillis comme ça. Autrement dit, ces ondes gravitationnelles engendrées par un cataclysme, disons de façon épouvantable dans l'univers, vont engendrer une série d'ondes gravitationnelles qui fait que le treillis de l'espace-temps, autrement dit, les planètes courbent l'espace-temps, mais quand ces ondes-là vont passer, vu qu'il existe, lui, le treillis, là, fait que ça va faire vibrer le treillis comme ça. L'onde gravitationnelle va passer, là. Mais ça, c'est tellement infime que c'est indétectable. On ne peut pas détecter ça. Mais la réalité, c'est que ça existe. Et pour faire une analogie, disons que ensuite de ça, il y a une autre chose aussi que la relativité générale nous a enseigné, là. Albert avait prédit les lentilles gravitationnelles avec sa théorie générale, là. Et ceci a été confirmé en 1977. Et les lentilles gravitationnelles ont les ondes gravitationnelles ont la possibilité de polariser la lumière. Parce que la lumière, ça a été élaboré, les ondes électromagnétiques par Maxwell, vous dites en 1870, et ils se promènent dans un plan. Ils ne sont pas parce que c'est un photon, ça n'a pas de masse. Donc, ça se promène comme ça, et il y a une polarisation qui peut se faire avec la lumière. Et disons que je suis rendu là, et la relativité générale nous donne toutes sortes de choses, là, nous montre toutes sortes de choses qui se passent dans l'univers. Et si je reviens dans mon monde à moi, pour essayer de faire comprendre qu'est-ce qui se passe, supposons que je suis en plein été, il fait très beau soleil, il n'y a aucun vent. Il n'y a absolument rien. Je suis, disons, sur la berge à mon chalet, où je peux être... en tout cas, je suis assis, et j'ai un petit lac en avant de moi, disons qu'il y aurait peut-être un demi-kilomètre là, de diamètre, là, et c'est calme, une platitude absolue. Là, je suis après à contempler la beauté du paysage, et tout à coup, au loin, je vois comme une petite brise là, sur le lac, et comme s'il y avait des petites vagues là, sur le lac, là. Des petits mouvements sur le lac qui s'en viennent vers moi. À ce moment-là, je regarde ça, je suis encore dans le calme, je n'entends rien, mais quand les vagues là, vont arriver au bord, là je vais sentir, parce que je vais sentir pas des vagues, mais je vais sentir l'air qui provoque ces vagues par le froissement des feuilles qu'il y a dans les arbres. Autrement dit, dans mon monde à moi, je suis dans le treillis de l'espace-temps, comme les planètes,
comme tout ce qu'il y a dans l'univers. Et les ondes gravitationnelles du début du Big Bang, qui appellent des physiciens après le primordial, c'est un peu ça que ça représente là, quand je suis sur le bord du chalet. Je suis assis sur la Terre, je suis dans l'espace-temps comme tout le monde, je sais que la Terre a courbé l'espace, et à ce moment-là, cette petite brise va passer, et ça va faire vibrer. Je vais sentir un petit mouvement, là, quand le vent va passer dans les feuilles, ça va faire... À ce moment-là, c'est les ondes gravitationnelles qui font ça dans le domaine de l'histoire de l'univers. C'est une analogie, là. Et parce que les ondes gravitationnelles, c'est indétectable, parce que c'est tellement petit, et ça passe à travers n'importe quoi. Hein? Il n'y a rien pour arrêter ça. Mais c'est tellement ténu que c'est... on ne les ressent pas physiquement, mais elles sont là. Et c'est ça que BICEP 2, l'expérience au pôle Sud, a réussi à déterminer que s'il y avait polarisation de la lumière au début du Big Bang, cette polarisation-là devrait nous... C'est pas la lumière qu'on a mesurée, là, mais c'est la polarisation de cette lumière qui a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Et si on est capable de la mesurer, bien à ce moment-là, ceci va donner une autre preuve que la théorie du Big Bang est correcte. C'est comme ça que les physiciens avancent. Et là, si ça c'est correct, qu'il y a eu une période, avant les physiciens l'avaient déterminé mathématiquement, toujours à partir des équations de la relativité générale du grand Albert, là, mais ça n'avait pas été prouvé. Et là, les physiciens, là, ils vont avoir... tout comme le boson de Higgs, là, il y a beaucoup de monde qui vont se mettre à étudier ce phénomène pour tenter de le confirmer pour vrai. Et ceci va permettre aux physiciens d'avancer encore plus loin dans la connaissance de l'univers. Et c'est comme ça que la physique avance. Et à venir jusqu'à date, la théorie du Big Bang concoctée par Lemaître dans les années 1933, et il y a eu Hubble qui a prouvé l'expansion de l'univers, Alexandre Friedman, le jeune russe, qui avait déterminé avec les équations d'Albert Einstein que l'univers est en expansion, mais dans ce temps-là, Albert n'était pas d'accord avec ça. Il était né en 1879, il faut le comprendre un peu. Pourquoi il avait mis une constance cosmologique dans ses équations pour montrer que l'univers était statique. Et vous voyez, ça prend beaucoup de temps, mais on avance graduellement. C'est comme en 1963, je sors un peu du sujet, là, les inégalités de Bell. L'Écossais qui avait émis ça, ça a passé inaperçu, ça. Mais en 1970, deux universités américaines, je pense que c'est les Caltech en Californie et MIT dans l'Est des États-Unis, ont essayé de confirmer ça, mais ça n'a pas marché. L'instrumentation n'a pas à point. C'est en 1983 que le grand physicien français Alain Aspect a réussi à gagner au jeu de Bell. Et vous voyez, en 1993, en 2014, ça fait une vingtaine d'années, et là, les physiciens sont capables de mesurer ça. Tout ça, grâce au plus grand physicien de tous les temps, Albert Einstein, avec sa relativité générale. Et des fois, je m'imagine, s'il revenait parmi nous, on jase, là, il me semble de le voir, parce qu'il y avait tout, Albert, quand il arrivait chez eux, il sautait dans ses pantoufles. Il me semble de le voir avec ses pantoufles, fumant sa pipe, là, assis dans sa chaise confortablement. Et là, il tombe en 2014, puis qu'est-ce qu'il nous dirait? Moi, je pense qu'il nous dirait pas grand-chose, là. Et avec son sourire énigmatique, il continuerait à nous regarder, tout en s'abstenant de commentaires. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.